Au début, je le niais peut-être le racisme anti-asiatique. Pour moi, c'était pas forcément quelque chose d'évident. Je me considérais comme un Français totalement français, en fait, intégré. Je disais même que quand on me posait la question de quelle origine, je dis je suis d'origine française parce que pour moi être d'origine c'est être né en France. Si j'étais né au Vietnam, je me serais dit que je serais français d'origine vietnamienne. Et moi je peux pas dire que je suis d'origine chinoise, vietnamienne, je suis d'origine française. Alors ce que j'aime dire à mes interlocuteurs, c'est de dire en fait je suis héritier d'une culture asiatique. Parce qu'effectivement mes parents m'ont transmis une culture qui est celle Confucius, bouddhiste, enfin une culture traditionnelle chinoise, cambodgienne également. Mais moi, j'ai appris la liberté, l'égalité, la fraternité, enfin tout ce qu'on apprend à l'école de la République. Et c'est vrai que lorsque j'ai lu en fait le détail en fait de l'agression de M. Zhang, je me suis ensuite souvenu de certaines choses qu'on m'a dites en fait, des préjugés. Vous savez, des blagues un peu potages, des choses pas forcément méchantes, pas forcément malveillantes, mais qui peuvent blesser, qui m'ont blessé en fait. Mais j'étais enfant, j'étais jeune, donc pour moi ça passait en fait. C'était pas quelque chose de très important puisque c'était des jeunes, des enfants qui, entre enfants, se disaient des choses. Et Comme quoi? je peux vous dire les actions, ouais, face de citron, shintok, zubridé, bol de riz, enfin ce sont des choses comme ça qu'on entend. Et c'est vrai qu'on m'appelait jamais par mon prénom par exemple. Enfin des fois c'est shintok, donne-moi ça. Voilà, donc j'ai subi une certaine violence verbale de la part de certains de mes camarades, mais je n'ai pas subi de violence physique. Et lorsque j'ai appris qu'effectivement que la victime en fait on lui a arraché le sac et qu'on a continué à le tabasser jusqu'à qu'il en meure, ça m'a touché. Et j'ai décidé de lancer donc cette fameuse pétition parce que je savais que c'était quelque chose qui au fond de moi est ressorti comme si j'avais un mauvais souvenir et c'est ressorti tout d'un coup en fait des choses comme ça. Il y a des mots qui sont revenus dans ma tête et j'en ai aussi parlé à d'autres camarades qui sont d'origine asiatique, pas forcément chinoise, et eux ils ont ressenti la même détresse, la même souffrance en fait. On s'est identifié un peu à la victime. Tiens, c'est un asiatique, c'est un chinois, il doit être riche, il doit avoir de l'argent sur lui. On va le prendre son sac, on va le tabasser parce que voilà, c'est un chinois, c'est un asiatique. Donc nous on a vraiment ressenti cette espèce d'injustice également. Parce que c'est vrai qu'on avait l'impression que, par exemple, quand il s'agissait de d'autres communautés, quand par exemple certains humoristes faisaient des sketchs un peu limite, un peu borderline, il y avait une réaction. On entendait même le Premier ministre condamner ce type de propos. Et quand ça nous concernait nous, il n'y a pas de réaction en fait. En fait, on trouvait ça normal. On trouvait ça normal de se moquer des Asiatiques. Et donc, ça m'a renforcé, si vous voulez, l'idée de faire quelque chose, d'agir en fait. D'agir et de dire, voilà, il faut qu'on arrive à faire reconnaître ce type de racisme en fait. Alors, pour moi, c'est vrai que c'est pas le racisme au sens philosophique du terme. C'est pas le racisme, la supériorité d'une telle ou telle race, mais c'est du racisme comme le qualifierait le code pénal. Le code pénal dit, voilà, j'ai pas le code pénal en tête, mais le code pénal dit, en fait, c'est le fait de juger une personne en fonction de sa religion, de ses origines, de sa couleur de peau. Mais vous pensez qu'il est plus fort qu'auparavant? Il n'est pas plus fort, il est devenu banal, c'est-à-dire que c'est devenu une banalité. Et en fait, si vous voulez, les gens se moquent plus facilement. Voilà. Surtout dans les quartiers. Je pense que à Paris même, intramuros, on n'a pas ce type de comportement. Mais dans les quartiers, quand on a une communauté qui domine sur les autres, en fait, dominante, on ressent ce type de propos. Et pourquoi, selon vous, pourquoi ça s'est accentué? Je pense qu'il y a une forme de jalousie. Je dis, selon moi, j'ai l'impression que les Asiatiques se sont mieux intégrés en France. D'une part parce qu'ils ont culturellement on va de l'avant. Et puis on n'a pas cette rancœur coloniale que peuvent avoir d'autres Français dont les origines sont des pays colonisés en fait. En fait, je pense qu'on a soldé la guerre du Vietnam, on l'a soldée. Il y a eu effectivement des soucis au niveau de la colonisation, il y a eu des actes faits par le français en fait qui sont condamnables, mais le fait que les Vietnamiens ont gagné la bataille de Dien Bien Phu, qui a eu une reconnaissance, si vous voulez, de la défaite de la France. Voilà. Pour les Vietnamiens, ça, c'est un solde de tout compte, en fait. Voilà. On a tourné la page. Il y a eu une réparation, si vous voulez, de l'humiliation que pouvaient subir les colonisés.
Et je pense c'est une des explications. C'est pas forcément l'explication principale, mais c'est une des explications. Une autre explication serait plutôt une explication du type philosophique où, par exemple, les Japonais, ils vont de l'avant quand il y a un drame comme par exemple Fukushima, ou quand il y a eu un drame à Phuket en Thaïlande après le tsunami. Vous voyez en fait le pays se reconstruire. En 6 mois, le pays est reconstruit. En fait, on va de l'avant. On reste pas dans le passé. Et mes parents, quand ils sont venus en France, on parle souvent de rêve américain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Asie, il y a un rêve français. On rêve de la France, comme on pourrait rêver des États-Unis. Nous, en France, on rêve de liberté. La France, c'est la liberté, c'est le pays de Voltaire, de Diderot, c'est la francophonie. Pour les Asiatiques, parler français, c'est un statut. Voilà, bien sûr, on est un haut fonctionnaire, on est médecin. Les médecins parlent français parce que les pharmaciens parlent français, les avocats parlent français. On a hérité vraiment de cette culture française. Voilà, donc c'était très important pour mes parents. Ils ont choisi la France. Et ils étaient très contents d'y vivre. Et au fil des années, les choses se sont un peu dégradées. En quoi vous pensez que aujourd'hui, ce qui s'est passé cet été, comme les 105 agressions, là, il y a eu un chiffre donc de police qui a été publié à Aubervilliers. En quoi vous pensez que ces agressions-là sont avant tout racistes ? Alors, je dis pas qu'ils sont avant tout racistes. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'ils sont avant tout racistes. Ce que nous disons, nous, c'est qu'il y a comme l'a dit la maire d'Aubervilliers, c'est qu'il y avait un ciblage raciste. On s'est dit, voilà, le Chinois, il est riche, donc on va aller le taper, on va le frapper pour lui voler son sac. Et en fait, si vous voulez, c'est le même cheminement qu'a dû faire en fait le gang des barbares pour Ilan Halimi. C'est-à-dire, voilà, Ilan Halimi, il est juif, donc forcément, sa famille est riche, donc forcément, on aura une rançon. Et aujourd'hui, vous avez l'impression encore que les autorités, et y compris le MRAP ou SOS Racisme, vous déconsidèrent, vous oublient Je pense qu'on n'est pas assez écouté et je pense qu'on n'a pas pris en considération de la gravité de la situation. Alors peut-être que c'est un peu aussi la faute de notre communauté, que je mets entre guillemets bien sûr, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de personnes qui va justement on n'a pas de groupe de pression par exemple, on n'a pas d'association qui va dire voilà, on n'a pas de leader entre guillemets parmi les pouvoirs publics ou parmi les influenceurs en fait d'origine asiatique, ou du moins ils sont pas assez puissants. Et nous on n'a pas justement cette espèce de chien de garde en fait de ce que pourrait subir la communauté asiatique. Et d'un autre côté, nous, le problème, c'est qu'on ne réclame pas ces postes-là. C'est-à-dire on ne va pas réclamer un poste de présentateur du JT de 20h, par exemple. C'est bête, et pourtant, il y a du talent. Il y a des Asiatiques, c'est des polytechniciens, c'est des médecins, c'est des professeurs, c'est des entrepreneurs. Voilà. Mais on n'a pas cette représentativité-là. Je ne la demande pas forcément, parce que je pense que si on considère qu'on est intégré, on n'a pas forcément à aller réclamer des postes en fonction de notre couleur de peau. Mais le fait qu'on ne nous entende pas, c'est aussi pour cette raison-là. Et au tout début, vous me disiez, moi jusqu'à présent, je me sentais avant tout français. Oui. Aujourd'hui, vous vous sentez comment alors par rapport à votre identité personnelle ? Moi, je me sens encore et toujours français. Je me sens vraiment français. Il y a pas je ne me verrai pas vivre ailleurs. Et justement, c'est parce que je me sens français que je n'ai pas forcément réagi tout de suite. Si vous voulez, même pendant l'adolescence, j'ai même rejeté un petit peu ce que m'ont apporté mes parents. Ils ont voulu que j'aille apprendre le chinois. Ça ne m'intéressait pas le chinois. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec le chinois ? Voilà. Maintenant, je le regretterai un petit peu parce que maintenant, quand il faut s'ouvrir un petit peu vers l'Asie, le chinois est nécessaire. Mais c'est vrai que j'ai pas... Voilà. Je me sens vraiment 100% français. Il n'y a pas de... Même 1000% français. Je vais en Asie, la première chose qui me manque, c'est le camembert et la baguette de pain. Et quand je rentre en France, dès que j'ai posé mes pieds à Roissy, je cours vers le fromager, je m'achète mon petit camembert, j'achète mon pain chez mon boulanger et je me le dévore parce que je suis français. Donc ce qui s'est passé là, la pétition que vous avez lancée, la tribune que vous avez signée, tout ça, ça ne remet pas en question votre identité française, ça ne vous fait pas douter de votre France ? Non, pas du tout. Je suis pessimiste sur l'évolution de la société française, mais ça ne me fera pas renier mon identité. On peut critiquer notre pays, je pense que c'est bien sain, mais ça ne remet pas en cause notre nationalité, notre amour pour notre pays. Et d'ailleurs, si vous voyez les images de la manifestation du 21 août dernier, à Aubervilliers, on voyait, il n'y a que des drapeaux français.
Voilà. C'est impressionnant de voir dans une manifestation autant de drapeaux français. Je crois que je n'ai jamais vu autant de drapeaux français. C'est vraiment impressionnant. Cet amour de la France qu'ont les Asiatiques, en fait. Au début, je le niais peut-être le racisme anti-asiatique. Pour moi, c'était pas forcément quelque chose d'évident. Je me considérais comme un Français totalement français, en fait, intégré. Je disais même que quand on me posait la question de quelle origine, je dis je suis d'origine française parce que pour moi être d'origine, c'est être né en France. Si j'étais né au Vietnam, je me serais dit je serais français d'origine vietnamienne. Mais moi, je peux pas dire que je suis d'origine chinoise, vietnamienne. Je suis d'origine française. Alors, ce que j'aime dire à mes interlocuteurs, c'est de dire, en fait, je suis héritier d'une culture asiatique. Parce qu'effectivement, mes parents m'ont transmis une culture qui est celle Confucius, bouddhiste, enfin une culture traditionnelle chinoise, cambodgienne également. Mais moi, j'ai appris la liberté, l'égalité, la fraternité, enfin tout ce qu'on apprend à l'école de la République. Et c'est vrai que lorsque j'ai lu en fait le détail en fait de l'agression de M. Zhang, je me suis ensuite souvenu de certaines choses qu'on m'a dites en fait, des préjugés, vous savez, des blagues un peu potages, des choses pas forcément méchantes, pas forcément malveillantes, mais qui peuvent blesser, qui m'ont blessé en fait. Mais j'étais enfant, j'étais jeune, donc pour moi ça passait en fait. C'était pas quelque chose de très important puisque c'était des jeunes, des enfants qui entre enfants se disaient des choses. Et Comme quoi? je peux vous dire les actions, ouais, face de citron, shintok, zubridé, bol de riz, enfin ce sont des choses comme ça qu'on entend. Et c'est vrai qu'on m'appelait jamais par mon prénom, par exemple. Enfin des fois c'est shintok, donne-moi ça. Qualifierait le code pénal. Le code pénal dit voilà, j'ai pas le code pénal en tête, mais le code pénal dit en fait c'est le fait de juger une personne en fonction de sa religion, de ses origines, de sa couleur de peau. Mais vous pensez qu'il est plus fort qu'auparavant? Il n'est pas plus fort. Il est devenu banal, c'est-à-dire que c'est devenu une banalité. Et en fait, si vous voulez, les gens se moquent plus facilement. Voilà. Surtout dans les quartiers. Je pense que à Paris même, intramuros, on n'a pas ce type de comportement. Mais dans les quartiers, quand on a une communauté qui domine sur les autres, en fait, dominante, on ressent ce type de propos. Et pourquoi, selon vous, pourquoi ça s'est accentué? Je pense qu'il y a une forme de jalousie. Je le dis, selon moi, hein, j'ai l'impression que les Asiatiques se sont mieux intégrés en France. D'une part parce qu'ils ont culturellement, on va de l'avant. Et puis on n'a pas cette rancœur coloniale que peuvent avoir d'autres Français dont les origines sont des pays colonisés en fait. En fait, je pense qu'on a soldé la guerre du Vietnam, on l'a soldée. Il y a eu effectivement des soucis au niveau de la colonisation. Il y a eu des actes faits par le français en fait, qui sont condamnables. Mais le fait que les Vietnamiens ont gagné la bataille de Dien Bien Phu, qui a eu une reconnaissance, si vous voulez, de la défaite de la France. Voilà. Pour les Vietnamiens, ça, c'est un solde de tout compte en fait. Voilà. On a tourné la page. Il y a eu une réparation, si vous voulez, de l'humiliation que pouvaient subir les colonisés. Et je pense que c'est une des explications, c'est pas forcément l'explication principale, pour Ilan Halimi. C'est-à-dire, voilà, Ilan Halimi, il est juif, donc forcément, sa famille est riche, donc forcément, on aura une rançon. Et aujourd'hui, vous avez l'impression encore que les autorités, et y compris le MRAP ou SOS Racisme, vous déconsidèrent, vous oublient Je pense qu'on n'est pas assez écouté et je pense qu'on n'a pas pris en considération de la gravité de la situation. Alors peut-être que c'est un peu aussi la faute de notre communauté, que je mets entre guillemets bien sûr, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de personnes qui va justement on n'a pas de groupe de pression par exemple, on n'a pas d'association qui va dire voilà, on n'a pas de leader entre guillemets parmi les pouvoirs publics ou parmi les influenceurs en fait d'origine asiatique, ou du moins ils sont pas assez puissants. Et nous on n'a pas justement cette espèce de chien de garde en fait de ce que pourrait subir la communauté asiatique. Et d'un autre côté, nous, le problème, c'est qu'on ne réclame pas ces postes-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas réclamer un poste de présentateur du JT de 20h, par exemple. C'est bête, et pourtant, il y a du talent. Il y a des Asiatiques, c'est des polytechniciens, c'est des médecins, c'est des professeurs, c'est des entrepreneurs. Voilà. Mais on n'a pas cette représentativité-là. Je ne la demande pas forcément, parce que je pense que si on considère qu'on est intégré, on n'a pas forcément à aller réclamer des postes en fonction de notre couleur de peau. Mais le fait qu'on ne nous entende pas, c'est aussi pour cette raison-là. Et
Au tout début, vous me disiez, moi jusqu'à présent, je me sentais avant tout français. Oui. Aujourd'hui, vous vous sentez comment alors par rapport à votre identité personnelle? Moi, je me sens encore et toujours français. Je me sens vraiment français. Il n'y a pas de... Mais c'est une des explications. Une autre explication serait plutôt une explication du type philosophique où, par exemple, les Japonais, ils vont de l'avant quand il y a un drame comme par exemple Fukushima, ou quand il y a eu un drame à Phuket en Thaïlande après le tsunami. Vous voyez en fait le pays se reconstruire. En 6 mois, le pays est reconstruit en fait. On va de l'avant, on reste pas dans le passé. Et mes parents, quand ils sont venus en France, on parle souvent de rêve américain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Asie, il y a un rêve français. On rêve de la France, comme on pourrait rêver des États-Unis. Nous, en France, on rêve de liberté. La France, c'est la liberté, c'est le pays de Voltaire, de Diderot, c'est la francophonie. Pour les Asiatiques, parler français, c'est un statut. Voilà, bien sûr, on est un haut fonctionnaire, on est médecin. Les médecins parlent français parce que les pharmaciens parlent français, les avocats parlent français. On a hérité vraiment de cette culture française. Voilà, donc c'était très important pour mes parents. Ils ont choisi la France. Et ils étaient très contents d'y vivre. Et au fil des années, les choses se sont un peu dégradées. En quoi vous pensez que aujourd'hui, ce qui s'est passé cet été, comme les 105 agressions, là, il y a eu un chiffre donc de police qui a été publié à Aubervilliers. En quoi vous pensez que ces agressions-là sont avant tout racistes? Alors, je dis pas qu'ils sont avant tout racistes. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'ils sont avant tout racistes. Ce que nous disons, nous, c'est qu'il y a comme l'a dit la maire d'Aubervilliers, c'est qu'il y avait un ciblage raciste. On s'est dit, voilà, le Chinois, il est riche, donc on va aller le taper, on va le frapper pour lui voler son sac. Et en fait, si vous voulez, c'est le même cheminement qu'a dû faire en fait le gang des barbares. Voilà, donc j'ai subi une certaine violence verbale de la part de certains de mes camarades, mais je n'ai pas subi de violence physique. Et lorsque j'ai appris qu'effectivement, que la victime, en fait, on lui a arraché le sac et qu'on a continué à le tabasser jusqu'à qu'il en meure, ça m'a touché. Et j'ai décidé de lancer donc cette fameuse pétition parce que je savais que c'était quelque chose qui, au fond de moi, est ressorti. Comme si j'avais un mauvais souvenir et c'est ressorti tout d'un coup, en fait, des choses comme ça. Il y a des mots qui sont revenus dans ma tête. Et j'en ai aussi parlé à d'autres camarades qui sont d'origine asiatique, pas forcément chinoise. Et eux, ils ont ressenti la même détresse, la même souffrance, en fait. On s'est identifié un peu à la victime. Tiens, c'est un asiatique, c'est un chinois, il doit être riche, il doit avoir de l'argent sur lui. On va le prendre son sac, on va le tabasser parce que voilà, c'est un chinois, c'est un asiatique. Donc nous, on a vraiment ressenti cette espèce d'injustice également. Parce que c'est vrai qu'on avait l'impression que, par exemple, quand il s'agissait de d'autres communautés, quand par exemple certains humoristes faisaient des sketchs un peu limite, un peu borderline, il y avait une réaction. On entendait même le Premier ministre condamner ce type de propos. Et quand ça nous concernait, nous, il n'y a pas de réaction en fait. En fait, on trouvait ça normal. On trouvait ça normal de se moquer des Asiatiques. Et donc, ça m'a renforcé, si vous voulez, l'idée de faire quelque chose, d'agir en fait. D'agir et de dire, voilà, il faut qu'on arrive à faire reconnaître ce type de racisme en fait. Alors, pour moi, c'est vrai que c'est pas le racisme au sens philosophique du terme. C'est pas le racisme, la supériorité d'une telle ou telle race, mais c'est du racisme comme le